Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions que vous m'avez posées. Et oui, après 7 mois de vidéos hebdomadaires pour vous apprendre comment négocier, on vient de passer la barre des 500 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc pour une fois, pour cette vidéo, je vous ai mis à contribution en vous demandant de me poser toutes vos questions. Comment j'ai appris la négociation? Comment je m'organise pour mon projet en plus de mon job salarié et de mes 2 enfants? Ou encore, quelle est ma plus belle négociation personnelle? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Bienvenue sur Comment négocier. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour la première fois, je fais une vidéo FAQ pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées cette semaine depuis le passage du cap des 500 abonnés. Vous avez été quelques-unes et quelques-uns à me poser vos questions. Je les ai rassemblées en 3 grandes parties. Tout d'abord, toutes les questions qui concernent la négociation. Ensuite, toutes les questions sur mon projet, ma chaîne YouTube, la communauté et tout ça. Et enfin, on verra les questions un petit peu plus personnelles. Première partie, questions sur la négociation. La première question me vient de Quentin sur Facebook qui me demande « Merci de me faire découvrir ton travail. Je ne connaissais pas ton contenu et je suis ravi de voir l'énorme valeur que tu partages. Bravo, un abonné de plus. » Merci beaucoup déjà. Question « Comment tu t'es formé à la négociation et est-ce que tu résous un problème dur ? Je me suis intéressé à l'Institut NERA qui propose des formations en e-learning. Est-ce que tu les connais ? » Alors tout d'abord, comment je me suis formé à la négociation ? J'ai commencé en tant qu'acheteur en entreprise en 2011 dans les achats chez L'Oréal et j'y suis resté jusqu'à fin 2015. Donc j'ai fait quasiment 5 années complètes en tant qu'acheteur chez L'Oréal. Et il faut savoir que L'Oréal, comme la plupart des grandes entreprises, a un très gros programme de formation. Et donc quand on commence en tant qu'acheteur là-bas, on suit toute une série de formations sur qu'est-ce que c'est que les achats chez L'Oréal, comment on s'organise pour faire une stratégie achat, et la négociation en fait partie. Et donc j'ai eu la chance d'être formé à la négociation L'Oréal, notamment avec l'organisme qui s'appelle l'EIPM, qui est le European Institute of Purchasing Management. Et puis j'ai surtout pu pratiquer au quotidien la négociation dans mon job d'acheteur chez L'Oréal. Ensuite, j'ai fait 2 ans en tant qu'acheteur matières premières dans un site de production en Suisse pour Nestlé. Et là, Nestlé encore, un des leaders mondiaux sur l'agroalimentaire, a tout un programme de formation très spécifique sur ses acheteurs, avec notamment les 7 Steps of Sourcing. Donc c'est les 7 étapes du sourcing chez Nestlé. Et donc là, encore une fois, j'ai été formé aux achats et donc à la négociation à la méthode Nestlé. Enfin, il y a environ 2 ans, j'ai rejoint un cabinet qui s'appelle Utisa, qui est un cabinet en performance industrielle. Nous sommes Utisa et nous sommes experts en performance industrielle. Et encore une fois, j'ai pu découvrir une autre façon de faire des achats, une autre façon de gérer la négociation. Et toutes ces expériences-là m'ont permis vraiment de me faire mon idée à moi de comment je voulais dérouler et puis former à la négociation. Et puis aussi, comme c'est un sujet qui me passionne, je me suis formé de mon côté, avec beaucoup de lectures notamment. Je vous remets ici une liste de livres que j'ai lus sur la négociation et qui m'ont permis aussi de me faire une idée un peu plus poussée de cette compétence. Ensuite, tu me demandes si je résous un problème dur. Alors pour ceux qui ne savent pas, dur dans ces cas-là, ça veut dire douloureux, urgent et reconnu. Et en entrepreneuriat, on dit souvent que si tu veux réussir ton projet, tu as intérêt à t'intéresser à un problème dur, donc un problème qui est douloureux, urgent et reconnu chez ton client, parce que du coup, c'est ça qui va le faire passer à l'action. Alors, est-ce que la négociation rentre là-dedans ? Je sais pas, ça dépend des moments. Souvent, ce que je vois, c'est qu'on se rend compte trop tard de l'urgence d'apprendre la négociation. C'est-à-dire que on commence à avoir un projet d'achat immobilier, par exemple, on se pose pas trop de questions, on visite des biens, et puis d'un coup, il y a une maison qui nous plaît. Puis elle est 30 000 au-dessus du budget, puis on se dit, mince, je veux la négocier, mais je sais pas trop comment faire, et puis en plus, je suis pas à l'aise, puis j'ai peur qu'elle me passe sous le nez. Là, d'un coup, le problème, il devient hyper urgent, il est hyper douloureux, parce que potentiellement, si on laisse passer la maison, ou si on fait une mauvaise affaire, ça va nous peser après pendant des années, et puis il est reconnu parce qu'on se dit, mince, il y a potentiellement la place de négocier, mais je sais pas comment faire. Donc ce que je fais dans mes vidéos, c'est que je mets en lumière tous les bienfaits de cette compétence qu'est la négociation, pour que les gens puissent commencer à se dire « Ah ok, le jour où ils auront ce problème un petit peu de douleur par rapport à la négociation, ils sauront déjà un petit peu mieux s'en sortir avec tout ce que je leur ai partagé, et s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont besoin de se former, ils penseront à moi qui leur ai appris pendant toutes ces semaines à progresser en négociation. » Ensuite, tu me parles de l'Institut NERA. Alors, je connais pas très bien, je pense qu'il s'adresse surtout aux entreprises. Moi, mon but, c'est aussi de parler plutôt aux particuliers. En tout cas, ils sont assez reconnus comme des experts dans la profession. La deuxième question nous vient de Coralie sur un commentaire Facebook. Je m'étais abonné, merci, c'est très qualitatif ce que tu proposes. Peut-on appliquer tes règles de négociation quand on prépare un mariage ? Je me vois mal négocier pour la salle ou le traiteur, surtout avec le contexte actuel, merci. Très bonne question Coralie, alors oui, je pense que tu peux négocier quand tu organises ton mariage, parce qu'en fait un mariage, tu vas engager plein de frais, avec plein de prestataires différents, et du coup tu as intérêt à mettre en place tes techniques de négociation dans les différentes parties, que ce soit pour la location de la salle, que ce soit pour le DJ, que ce soit pour le traiteur, que ce soit pour le photographe, que ce soit... Alors je dis pas qu'il va falloir juste aller négocier, marchander avec les personnes, parce que comme c'est des gens qui sont souvent indépendants, notamment les DJ, les photographes, si tu vas aller trop négocier les prix, tu risques d'avoir une mauvaise prestation derrière, mais c'est plutôt de dire j'utilise la négociation sur la partie préparation, comment je définis mon besoin, j'utilise les techniques de négociation pour définir mon budget, mes limites, qu'est-ce que je peux concéder éventuellement, et puis après d'avoir les réflexes quand tu vas aller discuter avec les différentes personnes, donc déjà pas appeler un seul prestataire mais en appeler plusieurs, ensuite comment tu vas comparer les différents devis, ensuite comment tu vas choisir entre les différentes personnes qui t'auront fait un devis, quel levier tu peux mettre en avant pour baisser un petit peu l'addition de chacun. Donc oui, je pense qu'il y a de la place pour négocier sur l'organisation d'un mariage.
Pas faire du marchandage bête et méchant en disant c'est trop cher, vous m'avez mis 10 200, moi je veux 700. Ça risque de pas fonctionner, et puis dans certains métiers un peu artistiques, ça peut être assez mal vu. Par contre, je pense sincèrement qu'en appliquant des bonnes techniques de négociation sur un mariage, il y a moyen, je pense, sur la totalité du mariage, d'aller économiser 2 à 3 000 euros, donc que tu peux soit garder dans ta poche, soit sinon réinvestir pour te payer juste un plus beau mariage. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est justement une des formations que j'avais en tête de sortir un jour, en se disant, tiens, c'est pour moi une grosse dépense que beaucoup de gens font, et qui vont pas forcément chercher à négocier, alors qu'il y a des gains à aller chercher. La troisième question nous vient de Alain sur YouTube. Salut Fred et félicitations pour les abonnés. J'ai plusieurs questions. La première porte sur le type de questions que tu utilises le plus pour définir le besoin de l'interlocuteur au début d'une négociation. La deuxième porte sur l'action que tu mets en place après un nom de l'interlocuteur ou les leviers que tu utilises. Merci beaucoup et surtout peux-tu nous donner des exemples s'il te plaît. À dimanche. Merci beaucoup Alain. Alors effectivement, une grosse partie de la négociation ou dans la partie réalisation de la négociation, donc quand tu vas être en face de la personne avec qui tu veux négocier, ça va être la partie écoute, comprendre le besoin de la personne. Là, le plus simple, c'est déjà, en amont, tu peux essayer de t'imaginer quel va être son besoin. Donc, si par exemple, tu vas aller acheter une nouvelle télé, tu vas savoir que c'est un vendeur, donc potentiellement, il a des chiffres, qu'il est objectivé là-dessus. Si tu vas aller acheter une maison à un particulier, peut-être que tu vas te dire, est-ce que c'est un divorce? Donc, il va être pressé de le vendre, son besoin, ça va être plutôt dans le temps. Est-ce que c'est des vieilles personnes qui veulent acheter un appartement pour sortir de leur maison parce qu'ils n'arrivent plus à l'entretenir? Et puis là, du coup, ça va plutôt être... L'argent, c'est pas très important parce qu'ils ont déjà fait une plus-value de dingue, mais c'est plutôt de se dire, la maison dans laquelle ils ont vécu 40 ans, ils veulent la donner à quelqu'un en qui ils ont confiance. Est-ce que c'est des gens qui ont acheté il y a pas très longtemps et puis qui ont des enfants et qui sont pressés de déménager pour acheter plus grand? Donc dans ces cas-là, ils vont être aussi assez pris par le temps. Donc le but dans la discussion au début, ça va être de très peu parler de toi et de beaucoup parler de l'autre. Comment je pourrais vous aider à améliorer votre situation aujourd'hui par rapport à ce bien? Comment je pourrais vous aider à vous simplifier la vie par rapport à cette vente? Qu'est-ce qui vous a amené à vendre? Qu'est-ce qui vous a amené à vous séparer de ça? Tu peux éventuellement faire des liens avec des histoires personnelles en disant « Ah oui, c'est marrant parce que mon père, justement, c'est ce qui lui est arrivé il y a 2 ans, il a voulu vendre sa maison, puis il a eu un petit peu de mal à trouver des acheteurs. » Ou un autre exemple, si tu veux par exemple aller négocier une augmentation avec ton patron, là l'intérêt ça peut être peut-être de ton côté de réfléchir aux potentiels besoins qu'il aura, et puis après de valider ça pendant l'entretien. Donc de dire, tu peux poser par exemple la question, vu la situation actuelle, on pourrait penser que vous êtes un petit peu inquiet, que les équipes quittent la société pour partir chez le concurrent parce que les résultats actuels sont pas très bons, et du coup la personne va te dire oui c'est ça, non c'est pas ça, et donc tu vas sentir un petit peu que son besoin c'est de solidifier son équipe, ou au contraire, son besoin, c'est de se séparer de certaines personnes et de garder que les meilleurs. Dans ces cas-là, tu as intérêt à te positionner sur le fait que tu es parmi les meilleurs. Donc voilà, le but, c'est vraiment de l'empathie à fond. Donc essaye de récupérer un maximum les besoins, les émotions, les craintes de l'autre dans la discussion comme ça. Et c'est ça qui te permettra de mieux piloter la négociation et d'amener des arguments de façon maligne. Pour ta deuxième question, moi, quand je reçois un non, je me dis pas du tout que c'est la fin de la négociation. Au contraire, souvent, c'est là que ça démarre. J'avais fait une vidéo, c'était la deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique que justement, suite à un non de ma commune pour une subvention, j'ai un petit peu creusé avec la personne et ça m'a permis de gagner quasiment 800 € par an. Je te la mets là si tu veux aller la voir. Et donc, globalement, quand la personne dit non, première chose à faire, c'est surtout pas essayer de le convaincre de changer de position. Tu valides sa position. Je comprends très bien, je vous sens un petit peu comme ça, c'est tout à fait normal de ressentir ça. Donc, par exemple, tu fais une offre assez agressive sur un appartement qui était à 150 000, tu proposes à 110 000, et la personne te dit non, non, c'est beaucoup trop bas. Je vous comprends, ça peut paraître un petit peu agressif comme offre, mais ce que je voudrais vous expliquer, c'est qu'on pourrait penser que vu la situation actuelle et la difficulté des gens à vendre dans ce secteur, vous pourriez être intéressé pour vendre assez rapidement à quelqu'un, et moi je peux vous l'acheter en 2 mois. À partir du moment où la personne dit non, déjà ça va lui permettre de s'asseoir un petit peu dans ses positions et puis de dire non, c'est moi qui décide, donc il va reprendre un peu l'illusion du contrôle, et toi tu vas pouvoir te servir de ça pour orienter un petit peu la discussion ou orienter un petit peu sa perception des choses en reformulant pourquoi il a dit non. Alors bien sûr, parfois tu vas pas du tout reformuler juste, donc tu vas dire on pourrait penser que vous avez peur de ceci, donc là il va te dire ah non, pas du tout, j'ai pas peur, c'est pas ça. Ok, tu fais pas cas de ça, tu essaies de creuser sur un autre truc. On pourrait penser que vous avez un doute par rapport au fait que je sois un acheteur sérieux pour votre bien. Ah oui, ok, là tu peux creuser là-dedans. Donc pour moi, le non, c'est vraiment le début du moment où la négociation va s'ouvrir. Et après, à toi de faire en sorte d'emmener la personne avec qui tu discutes dans le chemin que tu as prévu pour ta négociation. La petite phrase magique que j'aime bien sortir, c'est « Sous quelles conditions seriez-vous prêt à accepter que ?» Si tu demandes une augmentation à ton patron, ce serait de lui dire « Sous quelles conditions seriez-vous prêt à accepter que mon salaire soit revalorisé de 5% au 1er janvier 2021 ?» Et lui te donnera peut-être les conditions qui te permettront d'avoir ça. La prochaine question nous vient de Honorine sur YouTube. « Bonjour, j'ai pour ambition de devenir acheteur professionnel. Quel parcours études me conseillerez-vous ?
Alors ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a des acheteurs partout, dans plein d'entreprises. Globalement, tu peux à la fois acheter du jambon pour Auchan, acheter des produits cosmétiques pour L'Oréal, acheter de la pétrochimie pour de la pharma, acheter des cadrans pour des montres. Donc il y a vraiment, je dirais, les achats sont vraiment partout. Pour se former aux achats, soit tu fais une école classique, il y a des écoles de commerce, écoles d'ingénieurs. Moi, j'ai fait une petite école d'ingénieur, il n'y avait pas spécialement de spécialisation achat là-dedans, et après, j'ai appris sur le tas. Donc je dirais, c'est plutôt... Si tu veux faire des achats, c'est plutôt une façon de penser, un peu déjà une aisance dans le fait d'être à l'interface entre l'entreprise dans laquelle tu travailles et puis le monde extérieur avec les fournisseurs. C'est le fait de pouvoir discuter avec plein de services en même temps, parce que tu vas parler à la fois à la production, à la logistique, à la qualité, au développement, au marketing et puis aussi aux fournisseurs, aux institutions. Et donc tout ça fait qu'il faut quand même que tu sois assez à l'aise pour jongler avec les différents interlocuteurs que tu vas avoir. Il faut aussi avoir un bon amour des chiffres, parce que tu vas quand même beaucoup manipuler des chiffres quand tu es dans les achats, que ce soit des prévisions de quantité, que ce soit analyser des offres fournisseurs, que ce soit pour calculer des effets de devise quand tu achètes à l'étranger, ou pour calculer des coûts de transport. Donc bref, je pense pas qu'il y ait une seule voie pour faire des achats. Renseigne-toi un petit peu sur des écoles qui font ça de façon très spécifique, mais tu peux aussi te dire, je fais une école d'ingénieur en mécanique parce que j'adore la mécanique, et puis quand je sors de cette école-là, je cherche un poste d'acheteur mécanique. Et je connais toute la partie technique de la mécanique, et j'apprendrai la partie achat sur le tas. Deuxième partie, question sur l'entrepreneuriat, ma chaîne YouTube et mon projet. Tout d'abord, Guillaume me demande, j'ai une petite question, quelles sont tes 3 principales stratégies que tu mets en place pour obtenir plus d'abonnés? Car au début, je sais que c'est difficile d'avoir de la visibilité, merci de ta réponse. Guillaume de la chaîne Les Médulistes. Alors, effectivement, Guillaume, t'as raison, c'est hyper difficile au début d'avoir de la visibilité. Moi, tu vois, ça fait 7 mois que je fais une vidéo chaque dimanche, et j'ai au final que 500 abonnés, donc c'est rien par rapport aux immenses chaînes qu'il y a sur YouTube. Mais si je devais résumer en 3 axes ce que moi je fais pour justement augmenter ma communauté, déjà, à la base, c'est partir de mon audience, donc partir des gens que je connais, que ce soit des collègues, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, donc déjà dire à tout le monde via Facebook, via des mails, voilà, je me lance dans ce nouveau projet, si vous voulez aller voir les vidéos, abonnez-vous, partagez un peu autour de vous, ça te permet déjà d'avoir un socle de peut-être une cinquantaine, centaine de personnes qui vont commencer à te suivre et puis à interagir avec toi. La deuxième chose, c'est du contenu de qualité régulièrement. Ça, c'est hyper important. Pour moi, il faut que chacune de mes vidéos soit toujours un peu meilleure que la vidéo d'avant, en faisant en sorte d'amener peut-être une notion en plus, ou peut-être la faire un peu plus courte si j'ai senti que celle d'avant était trop longue, ou au contraire essayer de rajouter plus d'histoire perso, ou un peu plus de théorie. Donc vraiment faire en sorte de progresser à chaque vidéo. Et puis la régularité sur YouTube est hyper importante. Moi, j'ai décidé de faire une vidéo par semaine parce qu'avec le rythme que j'ai à côté, c'était pas facile de faire plus. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois que tu t'es engagé, tu crées ce moment, tu crées ce rendez-vous avec tes abonnés, et ça fait que régulièrement, les gens, déjà dès qu'ils tombent sur une de mes vidéos, à la fin, ils savent que ah, dimanche prochain, il y a une nouvelle vidéo. Allez, on se voit là-bas ou dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao! Donc si ça les intéresse d'avoir ce rythme-là, ils vont pouvoir s'abonner. Et puis toi, ça te permet aussi de tester régulièrement des trucs. En publiant une vidéo par semaine, bah si tu te plantes, tu fais une vidéo qui est pas très bien, bah c'est pas grave, t'as la vidéo d'après. Et donc tu te crées autant de possibilités d'avoir une vidéo qui marche. Et la troisième chose pour avoir de la visibilité, pour moi, c'est de se construire un réseau. Alors ça va être peut-être des entrepreneurs qui sont dans le même cas que toi, qui démarrent. Donc là, il va y avoir un peu du soutien et de l'entraide entre les différentes personnes. Ça va être se faire interviewer pour des podcasts, ça va être faire des collaborations sur YouTube avec d'autres personnes. Ça va être de proposer ton aide gratuitement si t'es dans un domaine qui s'y prête. Donc moi, par exemple, sur la négociation, là, je commence à filer des coups de main à des gens qui me le demandent, parce que ça me permet de discuter avec des potentiels futurs clients, ça me permet de tester si mon offre, mon approche, elle peut être bonne, ça permet qu'après, ils parlent de moi autour d'eux, donc tout ça, le fait de se créer un espèce d'écosystème autour de soi et que les gens savent qui tu es et ce que tu fais, bah ça fait que le message va doucement se propager. Ensuite, il y a Michael qui m'a demandé par mail du coup, « Salut Fred, une question pour la FAQ, est-ce que la newsletter est ce qui t'a permis, en dehors de la qualité des vidéos, d'amener des spectateurs et abonnés ?» Donc la newsletter dont Michael parle, et c'est pour ça qu'il m'a écrit par mail, c'est un club privé que j'ai créé pour les abonnés qui voulaient aller un petit peu plus loin que seulement ce qu'il y a dans les vidéos. Et donc du coup, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire et puis tu reçois ensuite 2 mails par semaine où je vais un petit peu plus loin dans les contenus que ce que je publie sur YouTube par exemple. J'ai partagé notamment plus de 30 tactiques de négociation que tu peux appliquer, j'ai partagé la puissance du non dans une négociation, j'ai partagé la méthode Pacificat qui a été créée par 2 négociateurs experts, dont un qui a fait la négociation au RAID. Donc ça, c'est des contenus assez spécifiques que vraiment je mets que dans les mails, et donc ça permet à ceux qui sont vraiment intéressés par le sujet d'aller un petit peu plus loin. C'est totalement gratuit, ça arrive dans ta boîte mail, et puis ça te permet de passer encore une étape dans ta formation à la négociation. Donc je te mets le lien en description, c'est le premier lien que tu trouveras. Si tu veux t'inscrire, n'hésite pas, c'est gratuit, et puis tu peux te désinscrire à tout moment. Et donc pour répondre à la question de Michael, non, la newsletter n'amène pas spécialement de nouveaux abonnés parce que c'est quelque chose que je fais que à partir de la vidéo YouTube, c'est plutôt les vidéos YouTube qui emmènent à la newsletter. Et donc c'est pas vraiment la newsletter qui va m'amener des nouvelles personnes sur ma chaîne YouTube parce que je ne spamme pas Internet avec cette newsletter-là. Pour moi, c'est vraiment le but, c'est d'en faire un club privé, donc vraiment qu'avec une petite partie des gens qui me suivent sur YouTube,
Et puis ce sera aussi avec cette audience-là que je vais justement travailler sur, si demain j'ai envie de lancer des formations ou des programmes de coaching ou des trucs comme ça, bah, c'est avec eux que je vais demander un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresserait, et puis c'est eux qui seront au courant en premier. Donc non, ça n'aide pas à faire grandir l'audience YouTube, par contre je pense que ça aide vraiment à mieux connaître son projet et puis mieux connaître ses potentiels futurs clients si un jour j'ai envie de vendre quelque chose. Et enfin, troisième partie, les questions sur moi. Tout d'abord, une question de Bad, qui a aussi une chaîne YouTube sur la guitare, donc il fait pas mal de vidéos un petit peu décalées sur comment apprendre la guitare, ça s'appelle Easy Guitar No, je vous invite à aller voir. Il me demande, quelle est ton organisation pour gérer ton business, car tu es papa comme moi, avec un taf? Alors effectivement, je suis papa, j'ai 2 enfants, un de 9 ans et un de 2 ans. J'ai un travail salarié à 80... Ah, je rallume juste derrière moi. Oh, il n'y a plus de batterie. La lampe vient de me lâcher. Bah, c'est pas très grave. Effectivement, j'ai un travail salarié à 80% à côté, donc j'ai juste le mercredi où je m'occupe de mes enfants et où je travaille pas. J'ai les 2 enfants à gérer, j'ai une maison, je fais à manger aussi, donc je suis assez occupé. Donc mon organisation, c'est déjà simplifier au maximum. Alors, j'ai la chance d'avoir fait des vidéos sur YouTube depuis déjà quelques années avec une autre chaîne, donc j'ai simplifié à fond le tournage, le montage, donc j'ai toujours tout qui est prêt pour lancer une nouvelle vidéo, juste à appuyer sur le bouton puis à parler. Je commence à bien connaître les structures des vidéos pour que ce soit assez efficace. Le montage est beaucoup plus rapide parce que je maîtrise assez bien le logiciel, donc j'ai, je dirais, raccourci tout le temps de production technique de la vidéo. Ça me permet d'avoir plus de temps sur l'écriture, le choix des sujets et tout ça. Et ensuite, un truc que je fais depuis quelques mois du coup, c'est des sacrifices, c'est-à-dire que je fais beaucoup moins de temps sur Netflix, je joue pas du tout aux jeux vidéo, je lis aussi un peu moins, je passe beaucoup de soirées là-dessus, donc là, dès que les enfants sont couchés, moi je descends dans mon bureau et puis je travaille. Donc voilà, je dédie mon temps là-dessus. Et bah oui, c'est beaucoup de sacrifices, mais je sais que au fur et à mesure, ça payera. Là, on est déjà 500 en même pas 8 mois, donc c'est déjà énorme. Et je sais que si je continue comme ça, ça peut que m'amener des potentielles rencontres, des potentiels contacts, d'aider des potentiels futurs clients. Donc voilà, tout ça fait que les sacrifices valent la peine. Voilà, c'est sportif, mais moi ça me plaît, et puis ça me plaît aussi de voir tous les bons retours que j'ai sur cette chaîne, et ça me donne juste envie de continuer. Et la dernière question de Thomas l'ingénieur, qui a aussi une chaîne YouTube sur l'expatriation des ingénieurs en Australie. Félicitations Fred, ma question, quelle a été ta meilleure négociation perso, par opposition à l'une réalisée par une entreprise pour laquelle tu bosses? Sur quoi ça portait, salaire, voiture, maison, et combien tu as réussi à gagner en euros avantage? Alors, très bonne question Thomas, il faut que je réfléchisse un petit peu. J'avoue que les salaires, par exemple, je les ai toujours négociés parce que en fait, dès l'enfance, j'ai assez vite développé ce sens de on peut oser demander des trucs, on peut oser ne pas forcément respecter la règle qui est établie. Par exemple, au restaurant, on peut demander à se faire offrir un petit truc, ou s'il y a un prix qui est affiché sur une étiquette, on peut le discuter. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tôt et où j'ai justement osé aller un peu plus loin. Donc, quand je suis arrivé après dans le monde du travail, alors sauf au tout début où vraiment j'étais tout jeune et puis on me donnait une grille, je savais que c'était ce prix-là, puis ce salaire-là, et puis voilà. Mais après, quand j'ai eu des mutations et que les gens vraiment voulaient mon profil, je sentais que j'avais une valeur par rapport à ça, et du coup, je me sentais plus à l'aise. Donc, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai négocié mon salaire. Là, j'ai gagné, je crois, 5 000 francs annuels sur mon salaire. Quand j'ai démarré dans mon cabinet de conseil, ça a plutôt été une négociation sur l'organisation, donc le fait d'avoir un travail à 80%, parce que je venais d'être papa. Et en fait, j'ai pas envie de te répondre une négociation que j'ai déjà racontée en vidéo, parce que j'en ai déjà raconté beaucoup. J'ai raconté la fois où j'ai négocié avec mon opérateur téléphonique, et puis j'ai fait des économies de dingue, donc quasiment divisé par 2. Donc j'ai raconté des négociations que j'ai pu faire pour des travaux, j'ai raconté des négociations que j'ai fait pendant mes études pour ne pas rattraper des partiels, j'ai raconté une négociation que j'ai fait avec mon club de volley pour avoir une adaptation des entraînements par rapport à ma situation. Donc non, je crois que les meilleures négociations que j'ai pu faire personnellement, c'est pas des négociations qui sont liées à l'argent. J'ai eu une négociation avec ma chérie à un moment sur un projet de voyage que j'avais depuis longtemps, où je voulais partir quelques mois, et où en gros j'ai expliqué mon projet, et puis j'ai voulu qu'elle accepte le fait de m'attendre et puis qu'on puisse continuer notre histoire après. Donc ça a été une négociation assez compliquée, mais qui a quand même marché, puisqu'on a réussi à tenir avec ce voyage, et puis du coup aujourd'hui on a des enfants ensemble, donc ça a fonctionné. Et puis sinon, une des négociations que j'ai gagnées récemment, c'est avec moi-même. Ça faisait 2 ans que je repoussais ce projet de lancer une chaîne sur la négociation, sur le fait de comment mieux négocier, comment mieux convaincre et tout ça. 2 ans que j'avais l'idée, 2 ans que je me formais mais que je faisais rien. Et là récemment, je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit ça y est, maintenant tu te lances, tu te fixes un objectif de 1 vidéo par semaine. Et forcément, tu vas sacrifier ça, tu vas faire moins de sport, tu vas faire moins de loisirs, tu vas devoir t'organiser différemment, tu vas peut-être moins voir de potes, mais au moins, voilà, si tu sais pourquoi tu le fais, ça va prendre un peu de temps, mais c'est important. Et jusqu'à maintenant, cette négociation, je la gagne parce que j'ai réussi à mener ce projet jusque-là. Et puis j'espère que ça continuera à monter et puis à continuer à porter ses fruits. Plus je peux aider des gens, plus je suis content.
Donc merci beaucoup à toutes et à tous pour vos questions. Si vous aviez oublié de poser une question et que vous voulez la poser, n'hésitez pas quand même à la mettre dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis si vous voulez découvrir, par rapport à la dernière question de Thomas, 3 histoires de négociation personnelle que j'ai faites à 10, 20 et 30 ans, je vous invite à aller voir cette vidéo juste là. Vous verrez, c'est assez marrant de voir que dès l'âge de 10 ans, je me suis rendu compte de façon un peu inattendue, on n'était pas forcément obligé de payer le prix qu'on nous annonçait. Voilà, on se retrouve là-bas ou dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!